Bonjour à tous, merci d'être venus. Alors aujourd'hui, on va parler de SRP, protocole d'authentification Zero Knowledge. Si vous ne savez pas ce que ça veut dire, eh ben, ça tombe bien parce que je vais vous expliquer. Contre les pirates à chapeau noir, leur table arc-en-ciel et les gruffalo. Donc qu'est-ce que ça veut dire tout ça? En fait, c'est un talk qui va parler un peu de, donc dans la lignée un petit peu de la keynote de ce matin, du talk de Noël et Sylvain, si vous l'avez vu, protection de la vie privée, via ici spécifiquement l'authentification, mais ça va être un petit peu plus technique. Et en fait, alors je profite, je ne le dis pas d'habitude, mais ici il y a Mads qui est présent devant, la personne qui a des cheveux de couleur. Il y a 3 ans, qui a fait, je crois que c'était il y a 3 ans, un talk sur la Zero Knowledge Architecture. Et je me suis dit, tiens, c'est quoi ce truc-là? Ça a l'air super intéressant. Et il se trouvait que j'utilisais ProtonMail, et je me suis dit, tiens, il y a un système d'authentification qui est labellisé Zero Knowledge, je vais aller voir ce que c'est. Et je me dis, putain, mais c'est super bien en fait, il y a un peu de crypto dedans et tout, mais ça a l'air assez simple à implémenter, pas plus difficile que ce qu'on fait d'habitude. Bon, par contre, fader le protocole crypto et le comprendre, c'est un petit peu plus compliqué. Mais je me suis dit, il n'y a pas forcément besoin que tout le monde comprenne en détail ce protocole pour l'appliquer. Et c'est là où je me suis dit, bah en fait, un talk de vulgarisation sur les principes crypto, l'authentification, attaque de base sur les mots de passe, et présentation à la fin de ce protocole, eh ben, ça pourrait être cool et ça pourrait inciter les gens à l'utiliser et du coup à renforcer, surtout pour les développeurs et les ops que vous êtes, la vie privée des utilisateurs des services que vous développez. Donc voilà un peu le petit historique du talk. Alors, je préfère vous le dire, pendant une trentaine de minutes, ça va être des rappels, ça va être de la vulgarisation. Donc si vous ne maîtrisez pas le sujet, eh ben, tant mieux. Et après, une trentaine de minutes, on ne va pas rentrer dans les détails crypto, mais où je vais vraiment présenter le protocole SRP. Avec pas mal de références, je vous donnerai les slides du talk, donc je ne vais pas aller dans le détail, évidemment, du protocole mathématique, mais si ça vous intéresse, vous aurez toutes les références, du coup, après, pour aller creuser. Donc, si ça vous va bien, eh ben, je propose qu'on y aille. Alors, je parle un petit peu de moi rapidement. Moi, je m'appelle Willy Malvaux. Je suis cloud native, on va dire, principal chez une ESN grenobloise qui s'appelle Sogilis. Donc, je fais un peu tout, ce qui est cloud native, architecte, développeur, balayeur. Je fais le café, mais toujours avec une petite touche cloud native, quoi. Voilà. Si vous voulez choper les slides, je vous ai mis, vous pouvez prendre rapidement sur votre smartphone une petite photo. Je vous la reprojette après, pas de panique, à la fin du talk. Voilà. Donc ceci étant dit, on va pouvoir y aller. Alors je vais raconter une petite histoire. Alors il était une fois une histoire d'Internet. Alors je vous présente Alice. Si vous avez déjà écouté des récits de cryptographie, Alice, elle est super connue, c'est l'héroïne de cryptographie préférée de tous les narrateurs. Et Alice, avec ses petits amis, en fait, elle a vu que sur Internet, il y avait tout un tas de services qui sont super cool. Et elle aimerait bien les utiliser. Alors le problème d'Alice, c'est pour utiliser ces services, le seul moyen qu'elle a, c'est d'y accéder via en fait un réseau qui s'appelle Internet et qui a les 2 propriétés principales, en tout cas celles qui vont nous intéresser aujourd'hui, c'est qu'il est chaotique. Alors chaotique en termes mathématiques, ça veut dire qu'on ne peut pas vraiment prédire, c'est trop complexe pour qu'on puisse prédire son comportement. Donc ça veut dire quand on envoie des messages dessus, on ne sait pas trop par où ils vont passer, puis si on envoie 2 fois le même message à la même destination, potentiellement, ils ne passent pas par le même endroit. Mais c'est normal, ça fonctionne comme ça et c'est très bien. Et aussi, c'est un réseau non sûr. C'est un réseau non sûr, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en fait, Internet, c'est construit par une fédération d'administration, des entités qui se disent, tiens, moi, je vais brancher mon réseau, puis je vais le connecter avec mon copain d'à côté, puis qui va le connecter avec son copain d'à côté, tout ça. Et tout ça, en fait, ça va faire que on va avoir un Internet fédéré. Et ça implique aussi que vos messages, en fait, vous ne savez pas forcément par où ils passent. Puis il n'y a pas vraiment de police, en fait, pour contrôler qu'il n'y ait pas d'espionnage, qu'on ne vous vole pas vos données, tout ça. Et donc, du coup, ça effraie un petit peu Alice. Parce qu'elle ne sait pas trop où elle met les pieds sur cet Internet. Donc ça, c'est vraiment le contexte de base de l'Internet. Et donc, un jour, où il faisait pas très beau, Alice toussait un petit peu, elle s'est dit, tiens, je voudrais prendre un rendez-vous pour faire un test Covid sur un service en ligne. Rendez-vous test Covid, service en ligne, données de santé, vie privée, je vous laisse continuer l'équation.
Bref, Alice se dit, bon, bah, je vais faire confiance parce qu'il y a des gens qui font ça bien, et je vais aller sur ce service en ligne. Le seul chemin, je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, pour accéder à ce service, bah, c'est de passer par cet Internet non fiable et non sûr. Et en fait, sur cet Internet, il se trouve que le service, il est mis à disposition par vous. Alors j'imagine, vous, on va faire un petit sondage par la suite, qui êtes des vaillants développeurs et administrateurs. Donc administrateur, c'est Ops dans le vocabulaire et dans la suite du talk. Juste comme ça, il y a qui est développeur ou administrateur ou DevOps, vite fait là par le nom. Ok, bien, ça va, ça concerne pas mal de monde. Voilà. Et donc en fait, potentiellement, c'est vous qui mettez à disposition ces services. Et donc, en fait, ces services, vulgairement, schématiquement, comment est-ce qu'on les met en ligne? En fait, généralement, on a une base de données ou quelque chose qui ressemble à ça, qui permet d'associer des données à un utilisateur, donc dans notre cas Alice ou son pote Bob. Et puis là, pour le cas de la réservation, on va tout simplement avoir en fait des tables dans notre base de données dans lesquelles on va dire Alice, elle a pris un rendez-vous pour le 2 février 2022 à 17h15. De cette façon, en fait, on est capable d'enregistrer les données d'Alice, et quand elle se pointe à son rendez-vous, elle n'a pas besoin de faire l'attente, elle a réservé par Internet, et c'est super pratique. Alors tout ça, c'est très cool. Mais les valeureux administrateurs, qui sont toujours préoccupés par la qualité de service et la sécurité, se demandent comment on fait pour authentifier Alice sur un réseau qui est non sûr et qui n'est pas prédictible. Parce que bon, c'est bien qu'elle prenne rendez-vous, mais il faut qu'on soit sûr que c'est bien Alice qui a pris rendez-vous sur Internet, qui soit bien présente le jour du rendez-vous. Et là, il y a les super développeurs qui ont toujours plein de bonnes idées et qui sont très créatifs. Et un jour, il y en a un, il arrive et il dit, écoute, d'un film d'espion, j'ai vu, ils ont utilisé des mots de passe. C'est génial. Ça te permet de t'authentifier, c'est top. Donc du coup, on s'est mis à utiliser des mots de passe. Ce qui me rend au premier chapitre, l'authentification par mot de passe. Donc on va revenir un peu sur les bases, parce qu'on va parler après d'un protocole d'authentification par mot de passe. En fait, le mot de passe, c'est assez simple. C'est dans notre base de données dont on parlait tout à l'heure, on va rajouter tout simplement une petite colonne, qui est le mot de passe. Jusqu'ici, c'est simple. Et donc, Alice, quand elle va vouloir s'authentifier sur le service, elle va s'enregistrer, et elle va dire, moi je m'appelle Alice, et mon mot de passe, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. On verra plus tard, 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est un super mot de passe, parce que c'est facile à retenir. Et de cette façon, en fait, quand on va accéder au service, on peut authentifier Alice, parce qu'on vérifie son mot de passe, et on sait que ça amène une petite protection, ça fait que quand on accède au service, on est capable d'authentifier les gens. Et ça fonctionne. Tout simplement. Alors très rapidement, sur un petit schéma de séquence, comment ça fonctionne? Alice, en fait, elle envoie une requête, elle dit « Coucou, moi je suis Alice ». Là, il y a l'opérateur qui lui dit « Prouve-moi que tu es Alice. Donne-moi ton mot de passe. » Elle dit « Coucou, je suis Alice et mon mot de passe c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6 ». Là, en fait, l'opérateur, il a juste à regarder dans la base de données, il voit Alice 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah ouais, c'est bon. Ok, super Alice, ça marche. Merci. Authentification par mot de passe, c'est plié. C'est simple. Alors, pourquoi c'est bien l'authentification par mot de passe? Ça, c'est important de se poser la question. Alors, ça peut paraître évident et naïf, mais c'est central. L'authentification par mot de passe, c'est facile à implémenter. Ça ne demande pas beaucoup de ressources. Donc, par exemple, si on imagine des chaînes de cryptographie un peu longues, tout ça, il y a des choses qui permettent d'authentifier, mais qui sont beaucoup plus lourdes en termes de calcul et de ressources. Et la principale caractéristique d'un mot de passe, en fait, il faut en avoir conscience, c'est que c'est compatible avec la mémoire humaine. C'est-à-dire qu'en fait, on est capable de s'en rappeler. C'est pour ça qu'en fait, on ne s'authentifie pas systématiquement avec des clés privées de 156 bits. C'est parce qu'on n'est pas capable de les retenir, tout simplement. Donc c'est ça l'authentification par mot de passe. Une petite particularité, ça nécessite, comme j'ai dit tout à l'heure, en fait, une phase d'enregistrement. Donc ça veut dire que quand on s'inscrit à un service, généralement, on s'inscrit avec un formulaire où on donne des données d'authentification, et dans ces données d'authentification, on donne un mot de passe. C'est ça, l'authentification par mot de passe. Super. Mais, alors vous vous en doutez, parce que si le talk s'arrêtait là, ce serait un petit peu mieux. Il y a un mais. Le mais, c'est que sur cet Internet chaotique et non fiable, non sûr,
En fait, il y a des gens, alors on va les appeler les pirates à chapeau noir. Alors ça fait des références Black Hat pour ceux qui connaissent. Et si vous ne connaissez pas, venez me demander après le talk, je vous expliquerai. En fait, c'est tout simplement des personnes, des femmes et des hommes qui sont, on va dire, soyons plus malins que nous en fait, hein, tout simplement, ou qui ont plus de temps pour essayer de casser en fait ce qu'on met en place. Et qui sont aussi nombreux, et qui ont des communautés. Bref, faut pas les sous-estimer, en fait, ça va être ça mon message, c'est qu'ils sont très très malins, et en fait, eux, leur but, c'est de péter les systèmes que vous avez mis pour protéger les données de vos utilisateurs, et accéder à leurs données privées. Donc je vais pas revenir dans le pourquoi, je pense que ce matin, avec la keynote, et puis pas mal de talks, on a eu tout un tas de justifications là-dessus. Et puis après, il y a ceux que moi j'appelle les gruffalos. Alors les gruffalos, c'est quoi? C'est des gros monstres, en fait, qui ont des capacités de calcul hallucinantes, qui ont des très 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 gros moyens, et qui, en fait, si on regarde bien, sont capables plus ou moins de voir tout ce qui passe sur Internet. Et puis, en fait, ils n'ont pas forcément besoin de données patte blanche, on ne sait pas forcément toujours ce qu'ils font. Même, on a parlé de fédération tout à l'heure, certains gruffalos ne savent pas ce que les autres font non plus. Mais c'est des gens qui sont très puissants et qui auront la capacité, en fait, potentiellement, à enregistrer tout ce qui passe sur Internet. Et donc, en fait, faut partir du principe que si on met des données sur Internet, ces gruffalos-là, en fait, ils peuvent avoir accès à ces données-là, tout simplement. Point barre. C'est le prédicat, en tout cas, que je vous propose de prendre. Et donc, voyant ça, les pauvres opérateurs se disent, mais voilà, ça va être compliqué, parce qu'avec les pirates à chapeau noir, les gruffalos, ils vont vouloir piquer le mot de passe d'Alice, ça va pas le faire. En plus, Alice, elle réutilise le même mot de passe partout. Je t'explique pas, elle va se faire trouver en 2 secondes. Faut qu'on fasse quelque chose pour Alice. Et là, évidemment, il y a les développeurs, toujours très rassurants, qui arrivent en disant « Mais t'inquiète pas, on va mettre des contre-mesures, t'inquiète pas. » Et puis on va apprendre à Alice à utiliser correctement ses mots de passe. Et donc maintenant, ce qui m'amène à vous présenter les grandes catégories d'attaques sur les mots de passe. Donc là, pour ceux qui connaissent, vous allez revoir probablement des choses, mais c'est pour poser les bases de l'authentification et de SRP plus tard. Alors là, on va retrouver le fameux Man in the Middle Attack, que je ne sais pas pourquoi je vous propose de renommer en Woman in the Middle Attack, parce qu'après tout, c'est toujours ce qu'on attend le moins qui arrive. Et pourquoi ce ne seraient pas des femmes d'abord, les pirates? Bref. Woman in the Middle Attack, en fait, c'est très simple. C'est un pirate qui va être sur le réseau. Donc on a dit tout à l'heure, il est chaotique et non sûr, on ne sait pas trop qui peut écouter. En fait, il va tout simplement se mettre sur un nœud au milieu d'Internet. Donc Internet, je ne vous refais pas le délire, hein, c'est composé de plusieurs réseaux, de nœuds, les messages ils passent à divers endroits. Et donc il va se mettre à un endroit stratégique, puis il va regarder ce qu'Alice envoie, il va tout simplement l'intercepter, puis il va le rejouer. C'est-à-dire qu'il va se mettre en intermédiaire, il reçoit les messages d'Alice, et donc quand Alice s'authentifie sur son service, elle dit « Coucou, je suis Alice, mon mot de passe c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6 », et en fait, le pirate, lui, il va enregistrer ces données-là, les retenir, il va les envoyer au service, et ni Alice, ni l'opérateur de service n'auront rien vu. Et dans ce cas-là, on continue de dérouler le protocole, l'opérateur vérifie, il fait « Ah ouais, c'est bientôt Alice, c'est super. Ok, tu peux être authentifié. » Et tout simplement, le pirate rejoue cette donnée en l'envoyant à Alice, ni vu ni connu. Alice s'est authentifiée sur le service, et le pirate a récupéré toutes les informations. Grosso modo, c'est ça, le Woman in the Middle Attack. Et plus tard, le pirate, donc qui dispose des informations d'authentification Alice, tout simplement peut usurper l'identité d'Alice. Alors là, pour prendre des rendez-vous sur un test Covid, on va dire c'est pas très grave, mais réfléchissez 2 secondes à tout ce que vous faites avec votre smartphone et qui passe par Internet, dites-vous que potentiellement, en fait, toutes les données que vous transmettez sur Internet via votre smartphone, donc banque, santé, ce que vous achetez sur Internet, j'en passe des meilleurs, potentiellement ça peut être intercepté et rejoué. Quelqu'un peut usurper votre identité de cette façon grâce à Woman in the Middle Attack. Tout en rappelant que les gruffalos sont toujours là. Donc même si on se dit, on verra un peu plus tard, je mets un peu de cryptographie, je mets des trucs qui coûtent cher à péter, tout ça, y a quand même les gruffalos qui sont là, et eux, en fait, potentiellement, si vraiment ils ont envie, ils ont les moyens, en fait, de récupérer vos données. Bref, comment on fait pour contrer le Woman in the Middle Attack? En fait, c'est simple, c'est le fameux, on met du HTTPS partout. Alors, ça ne résout pas 100% du problème, mais ça fait beaucoup de bien quand même sur le Man in the Middle Attack.
Alors, petit aparté ici, on met du HTTPS partout, et donc là, je fais un peu de pub pour le talk qui a lieu à 15 h avec Sven ici présent. Du HTTPS partout, ça veut dire partout. Ça ne veut pas dire que vous avez une architecture avec un frontal qui fait du HTTPS de Internet public juste à votre réseau privé, et ensuite dans le réseau privé, c'est la fête. On est en clair. Non, non, HTTPS partout, ça veut dire que dans votre réseau privé, il y a aussi du HTTPS. Dans votre réseau privé, tous vos petits services, là, vos microservices que vous déployez sur Kubernetes, il faut qu'eux aussi soient authentifiés avec du TLS et qu'ils communiquent en TLS. Voilà. Donc tout ça pour dire que si on est sur la partie publique, et aujourd'hui c'est le cas à peu près pour la majorité des services sur Internet, HTTPS, ça permet de se protéger du one in the middle attack. Ça veut dire que en fait, l'intermédiaire, quand il voit passer les messages d'authentification, c'est chiffré, il n'a pas les données pour déchiffrer, donc bon, ça va lui coûter cher. Alors les Gruffalo, eux, sont toujours capables de déchiffrer, mais on va dire les pirates qui ont moins de moyens sont plus embêtés. Et par contre, faites très attention, surtout si vous utilisez des infrastructures sur, je ne sais pas moi, par exemple, des prestataires américains qui ont le Cloud Act et la FISA, par exemple. Si vous n'avez pas envie qu'ils voient vos données, ce serait bien de mettre une petite contre-mesure supplémentaire avec du HTTPS à l'intérieur. Voilà. Fin de la transition sur HTTPS. Donc historiquement, en fait, HTTPS a quand même très bien protégé contre le woman in the middle attack. Le risque est toujours là. Je ne reviens pas dessus. Les Gruffalo, beaucoup de pouvoir. Cryptographie, ça ne suffit pas forcément à les repousser complètement. Alors après, je vais vous parler d'une autre petite attaque qui est... alors je généralise sur la compromission de bases de données, donc le fameux leak des bases de données. Et je vais prendre un exemple qui est naïf, mais qui est très très pertinent, et qui encore aujourd'hui en 2022 se réalise régulièrement. Donc en fait, c'est l'exemple du petit bonhomme de ménage qui fait « Coucou les ops, vous n'êtes pas des gros fans de ménage, alors je viens faire le ménage dans la salle serveur. Super, on vous attendait, la poussière s'accumule, les ventilos tournent plus fort, ça nous saoule un petit peu. Faites votre boulot. Ok, et une fois qu'il rentre dans la salle serveur, en vrai, je ne suis pas l'homme de ménage, je suis un pirate déguisé. Et j'ai une petite clé USB ou des moyens un peu plus compliqués, mais je ne vais pas rentrer dans le détail. Et donc, en fait, je vais vers votre petit serveur et je capte toutes les données qu'il y a dedans. Et donc, du coup, même sans passer par Internet, en fait, j'ai réussi à compromettre votre base de données. Alors, je ne vais pas m'étendre là-dessus, il y a 1000 façons de compromettre une base de données. Celle-là, c'est une des plus naïves et c'est une des plus utilisées. Donc, en fait, référence à du social engineering, si ça vous intéresse. La majorité, en fait, des attaques qui sont répertoriées par l'ANSSI, ça reste du social engineering. Voilà, donc ayez conscience, en tant que développeur, en tant qu'opérateur. Si vous avez une base de données, ne partez pas du principe que parce qu'elle est dans un placard quelque part, personne ne pourrait y accéder ou que via Internet. Voilà. C'est toujours bien de se dire, je ne sais pas, un jour, peut-être ça pourrait leaker parce que on a mis des règles, mais quelqu'un ne va pas les respecter. Voilà. Et donc, en fait, tout ça, ça veut dire que nos amis pirates, en fait, ils sont pleins d'astuces. Et ils sont très très intelligents et ils arrivent toujours, in fine, il faut partir du principe qu'ils arrivent toujours en fait, à nous piquer notre base de données. Et ça, dans on va dire, les 10-15 dernières années d'Internet, en fait, ça s'est avéré relativement vrai. Alors, plus ou moins selon les services, mais en tout cas, vous allez voir que je vais vous expliquer qu'il y a une base de données en fait, de mots de passe fuités qui est juste énorme. Et donc, il faut trouver une remédiation à ça. Et donc, encore une super idée de développeur, on va utiliser des fonctions de hachage afin de protéger les mots de passe dans les bases de données et de ne pas pouvoir, en fait, tout simplement les lire facilement quand on a piqué la base de données. Alors, une fonction de hachage, c'est quoi? Alors, une fonction de hachage, en fait, c'est très simple. C'est mathématiquement ce qu'on appelle une fonction à sens unique. Alors, sens unique, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on a un mot de passe, en fait, mot de passe P ici, on le passe dans une fonction de hachage. Et très facilement, ça coûte pas cher à votre ordinateur. En fait, on en déduit un petit hash qui n'a rien à voir avec le mot de passe. Par contre, à partir de ce petit hash, retrouver les mots de passe d'origine, ça coûte très très cher. Voilà. C'est le principe de la fonction de hash, en fait. Et on dit que mathématiquement, c'est le vocabulaire, donc je vous le donne, il est mathématiquement difficile de trouver le mot de passe à partir du hash qui en résulte en utilisant une fonction hash. Donc je ne rentre pas plus dans le détail mathématique parce qu'il y a toute une génération, toute une flopée de fonctions de hash, mais le principe est celui-là. Et donc,
Comment est-ce qu'on va utiliser ça dans nos bases de données? Tout simplement, quand on va avoir un mot de passe, au lieu de le stocker en clair dans la base de données, on va utiliser notre fonction de hash, et on va stocker non plus le mot de passe, mais le hash. Donc qu'est-ce que ça donne? Alice envoie sa message d'authentification à l'opérateur sur le réseau. Coucou, je suis Alice, mon mot de passe c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. L'opérateur prend le mot de passe, il ne le stocke pas, il l'applique dans la fonction de hash, et il stocke le hash. Ça, c'est, pardon, je vous fais la phase d'inscription. Et donc, quand on veut faire de l'authentification, de la même manière, en fait, on prend le mot de passe, on applique le hash et on vérifie que le hash est bien le même que dans la base de données. Et si c'est ça, si ça correspond, on a une authentification. Ça veut dire que Alice a fourni le bon mot de passe et on dit à Alice, super, tu es authentifié. Bon, fonction de hash, ça fait un peu chier les pirates à chapeau noir. Il y en a qui disent, putain, mais maintenant, ça coûte super cher de péter les mots de passe des bases de données, c'est con, on en avait beaucoup, bon. Mais ils sont quand même très malins. Et donc, je vais vous présenter en fait une contre-mesure très classique qui s'appelle les tables arc-en-ciel, donc Rainbow Table, en fait, pour... si vous tapez table arc-en-ciel, je ne sais pas trop sur quoi vous allez tomber sur les moteurs de recherche, mais Rainbow Table, normalement, vous devriez atterrir dessus. Donc en fait, c'est quoi une Rainbow Table? En fait, c'est un peu une table inversée. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'un pirate en fait, compromet une base de données, en fait, il va utiliser du CPU, des scripts, des robots, en fait, pour essayer de péter les mots de passe hachés. Au bout d'un moment, il va y arriver, ça peut lui prendre beaucoup de temps. Et une fois qu'il a réussi, en fait, il va faire une table inversée dans laquelle, tout simplement, pour un hash, il va mettre la correspondance du mot de passe. Donc ça lui aura coûté beaucoup de travail. Et ce travail-là, il faut qu'il arrive à le valoriser. Le pirate, comment il fait pour valoriser ça? Il partage avec ses copains Black Hat. Comme je vous ai dit, il y a des grosses communautés. Et donc, au fil du temps, se construisent des bases de données de plus en plus grosses. Les Black Hats collaborent. Et en fait, on a des grosses bases de données Rainbow Table en fait, qui viennent alimenter les pirates qui veulent tout simplement saper votre identité, usurper votre identité grâce au vol de données. Et donc, à partir de ça, en fait, alors, Rainbow Table, aujourd'hui, vous pouvez la regarder si ça vous intéresse, vous en trouverez des publics. Hein. Tout simplement, il y a des organismes de sécurité qui en mettent à votre disposition. Ça peut être assez rigolo d'aller regarder ça. Et donc, du coup, en fait, ça permet aux pirates de retrouver votre mot de passe, même s'ils sont hachés. Et ça, en fait, ça marche d'autant mieux si les mots de passe sont réutilisés. Donc là, le problème qu'on va avoir, c'est que si on réutilise beaucoup ces mots de passe, en fait, ça va être tout le temps les mêmes hash qui vont être dans les bases de données. Okay, parce que bon, les fonctions de hash, je vous ai dit qu'il y en avait beaucoup, mais se leurront pas, hein, tout le monde utilise plus ou moins les mêmes. Et donc du coup, s'ils se retrouvent dans beaucoup de bases de données, plus vous réutilisez le mot de passe, plus il y a de chances qu'ils finissent dans une Rainbow Table, et donc que votre mot de passe soit compromis. Donc c'est ça le principe des Rainbow Tables. Et là, les opérateurs ils se mettent presque à pleurer, parce que putain, là, les pirates ils commencent à mettre des gros moyens, ça commence à devenir chaud patate pour protéger les mots de passe. Soyons courageux, il y a quand même des contre-mesures. Et c'est là que nous allons parler de cell. Alors, un cell, c'est quoi? C'est tout simplement un chiffre choisi aléatoirement qu'on va rajouter dans notre fonction de hash. Le principe d'un cell, en fait, c'est que pour chaque service qu'on va utiliser, on va avoir un cell différent. Donc, ça va être l'opérateur du service qui va choisir un cell pour son service. Et en fait, à chaque fois qu'on va mettre un hash de mot de passe dans une base de données, on va juste tout simplement appliquer le cell en plus du mot de passe. Ce sera toujours le même, ce qui fait que d'une base de données à une autre, en fait, les hashes seront différents. Et ça, en fait, ça va faire que les Rainbow Tables seront moins efficaces, parce que quand on va taper une base de données à droite, à gauche, pour un même mot de passe, les hashes seront différents. Donc ça rend un petit peu plus difficile, en fait, les Rainbow Tables des pirates. Et donc, du coup, les pirates peuvent plus consolider avec les bases de données de leurs copains pirates, leurs données, parce que les hashes sont différents. Alors, ça a des limitations, parce qu'on peut aussi compromettre un système complètement, retrouver les cells, reconstruire des choses. Vous imaginez qu'il y a tout un tas de scénarios compliqués. En tout cas, c'est le principe des cells, et on va voir, c'est réutilisé beaucoup en cryptographie. Alors, très simplement, l'authentification, comment ça se passe? Pour Alice, ça ne change toujours rien. Elle envoie son petit nom Alice, son mot de passe, 1, 2, 3, 4, 5, 6. L'opérateur, lui, récupère le mot de passe. Il prend son petit cell secret à lui, qu'il n'y a que lui qui connaît. Il le rajoute et ça lui donne un hash spécifique à sa base de données. Pour l'authentification, il vérifie le hash qui a été saisi lors de l'enregistrement, de la même manière que pour les autres mécanismes d'authentification. Et donc, à partir de là, on peut authentifier Alice.
Et donc, en fait, qu'est-ce qui se passe là? C'est que depuis une dizaine, quinzaine d'années, en fait, on a un combat, en fait, entre les développeurs, les pirates à chapeau noir, des pirates à chapeau gris, des pirates à chapeau blanc. On a un peu plein d'obédiences qui commencent à naître, qui font des rainbow tables plus sophistiquées, des fonctions de hash plus sophistiquées, des cells un peu plus sophistiquées. Et donc, en fait, il y a une course un petit peu technologique sur ces fonctions de cryptographie. Et alors, évidemment, ça réjouit les crypto-junkies qui s'en donnent à cœur joie là-dessus. Et donc, on a une course, en fait, entre les développeurs, les opérateurs, les pirates, et puis des gens qui sont un peu mis, on ne sait pas trop bien, des fois, si des organismes de sécurité, de quel côté ils sont, s'ils ne sont pas un peu à la fois des deux côtés. Bref. Et il y a toujours les gruffalos, rappelez-vous. Ça les enlève pas. Bref. Tout ça, en fait, ça amène Alice à se dire, bon, moi, je ne suis pas spécialiste de la cryptographie, je ne suis même pas développeuse. J'entends parler de tout ce bordel, de rainbow table, de fonctions de hash, je ne pine pas la moitié de ce qui se passe. Moi, je ne sais pas si je dois avoir confiance en vous ou pas, en fait. Je ne sais pas si, quand je donne mon mot de passe, il va être piraté ou pas. Alors bon, je veux bien, il y a des gens qui me disent réutilise des mots de passe différents, tout ça, mais je veux bien faire l'effort. Mais là, vraiment, en fait, ce qu'on me décrit, il y a une espèce de bataille sur Internet pour essayer de voler, protéger mes données personnelles d'authentification. Et ben en fait, je ne sais même pas si j'ai confiance, je ne sais même pas si j'ai envie que mes mots de passe passent sur ce réseau, je ne sais pas si je fais confiance à mon opérateur, non pas que je trouve qu'il soit méchant, mais est-ce qu'il a les qualifications vraiment pour les protéger correctement? J'en sais rien en fait. Et là, Alice, elle a juste un gros doute. Et donc en fait, on a un problème de confiance en fait, qui arrive, qui dit, mais est-ce que si je passe mon mot de passe sur Internet, est-ce que je peux avoir confiance dans le réseau? Est-ce que je peux avoir confiance dans l'opérateur du service? Aujourd'hui, moi, je ne sais pas répondre. Et donc, du coup, là, c'est un vrai truc qui fait pleurer les ops et les fournisseurs de services. Enfin, en tout cas, moi, ça me dérange. On dit, putain, mais comment est-ce qu'on peut faire en sorte que Alice ait confiance, quoi? Comment est-ce que nos utilisateurs peuvent avoir confiance en nous? Parce qu'on est de bonne volonté. Je pense qu'ici, on est tous de bonne volonté. On veut mettre des mécanismes qui protègent la vie privée d'Alice. Et bien ça, en fait, ça fait des dizaines d'années qu'on se bat là-dessus, et c'est juste, on passe sur une énergie folle, et puis ça avance pas. Et donc, on pleure. Mais, sachez qu'il y a une solution. Et donc, un jour, arrive une petite magicienne, donc sur les terres américaines, 1999, exactement, qui dit, mais pourquoi vous pleurez, les amis? Parce que nos systèmes d'authentification par mot de passe, ils sont bien, mais en fait, c'est pas suffisant pour que nos utilisateurs aient confiance. Alors, arrêtez de pleurer, séchez vos larmes, mes petits chatons. Il existe une solution qui s'appelle SRP, pour Secure Remote Password, et c'est un protocole d'authentification à divulgation nulle de connaissances. Ça veut dire, ma chère Alice, que vous allez pouvoir vous authentifier avec votre mot de passe sans que votre mot de passe ne passe sur le réseau et sans que l'opérateur ne connaisse votre mot de passe. Et ça, c'est plutôt sexy, parce que ça résout notre problème de confiance. Est-ce que ça va bien? Je vois que vous n'êtes pas endormis, c'est cool. Donc maintenant, je vais vous parler de la promesse. Donc Secure Remote Password, aka SRP. Donc SRP, ne pas confondre avec Single Responsibility Principle, pour s'il y a des fans des méthodes solides dans la salle. Donc là, on est sur Secure Remote Password. Je bois un coup et on y va. Alors, aujourd'hui, je vous propose de faire un deal, en fait. C'est que je vais vous montrer des fonctions mathématiques qui sont... vraiment, là, le principe du talk, c'est que je pense que vous savez tous les coder. C'est pas compliqué, c'est des multiplications, c'est des additions, ok? Je pense que tout le monde ici peut y arriver. Donc, ce que je veux que vous regardiez, c'est la complexité d'implémentation, ok? Après, alors, le protocole mathématique, moi j'ai lu le papier, parce que j'ai fait ça dans une vie intérieure, lire des papiers de mathématiques, mais bon, c'est pas le problème. Donc, à défaut, vous pouvez venir discuter avec moi si vous vraiment voulez comprendre les maths qu'il y a derrière. Mais là, pour qu'on avance et que le talk ne soit pas trop chiant, en fait, quand je vais vous montrer une équation, et après je vous donnerai les papiers, hein, si vous voulez approfondir,
On va dire un truc, c'est que par moment, c'est mathémagique, si ça vous va. Je vous montrerai des équations et je vous dirai si vous implémentez ça, c'est mathémagique, ça donne ce résultat-là. Et après, il y a toute une communauté de crypto-junkies, il y a des papiers officiels, donc ça vient du MIT. Quand même, c'est pas de la merde en termes de mathématiques, je pense qu'ils savent ce qu'ils font, auxquels vous pouvez avoir confiance sur le fait que ça marche. Donc SRP, comment ça se passe? Alors SRP, Alice en fait, eh ben, pour elle ça ne change rien. Alice, elle a toujours son petit identifiant qui est Alice, son mot de passe. Les brillants développeurs que vous êtes ont prévu dans le système d'authentification d'utiliser un cell qui sera uniquement utilisé sur la machine d'Alice pour l'enregistrement. En fait, ce cell, il va servir à quoi? C'est que le mot de passe d'Alice, en fait, on va appliquer une fonction de hash et ça va nous donner un paramètre x. Ensuite, on va avoir, alors là, c'est mathémagique, c'est donc, pour ceux qui ont envie de savoir, un paramètre, c'est un nombre premier mathématique sûr, donc là, c'est des maths pures, c'est mathématique. Et en fait, si on applique tout simplement une petite multiplication, alors c'est un exponentiel, mais c'est juste des multiplications, hein, et je pense que dans tous vos langages, vous avez cette fonction-là, un petit g exposant x, en fait, ça nous donne ce qu'on appelle un vérificateur de mot de passe, le verifier. Et en fait, pour l'instant, tous ces calculs-là, ils sont faits sur la machine d'Alice. Ça n'a pas quitté la machine d'Alice, ce n'est pas allé sur le réseau. Passez-moi les potentielles compromissions de la machine d'Alice, on fera ça dans un autre talk si vous voulez, mais on part du principe que la machine d'Alice est sûre. Donc à partir de là, on a un verifier, rien n'est passé sur le réseau. Et Alice, quand elle va vouloir s'enregistrer, en fait, elle va aller auprès du service, elle va dire « Coucou, je suis Alice, voici le verifier de mon mot de passe, et voici le cell que j'ai utilisé pour vérifier mon mot de passe. » Alors tout simplement, en fait, je vous le dis dès maintenant, elle envoie ce cell, parce qu'en fait, Alice, rappelez-vous, le cell, c'est un nombre aléatoire généré, elle va vouloir le remémorer. Et donc, en fait, il va être enregistré dans la base de données de manière à ce qu'on puisse lui refournir quand elle va vouloir s'authentifier, et que si Alice va sur un autre appareil, ensuite, on puisse lui refournir pour qu'elle puisse recalculer son verifier sur une autre machine en ayant uniquement son mot de passe à retenir. Donc ça, c'est le principe d'enregistrement. Alice envoie tout simplement le cell, le verifier. Et donc là, la différence pour l'opérateur, c'est qu'au lieu d'avoir une colonne dans laquelle on a le mot de passe, on a deux colonnes avec le cell et le verifier. C'est pas super plus dur à implémenter. OK, bon, maintenant qu'on a fait cette phase d'enregistrement, comment est-ce qu'on s'authentifie? Alors c'est très simple. On tire un nombre aléatoire de chaque côté, OK, A, B. Alors ça, je vous dis dans les grandes lignes. Alors, certes, c'est mathématique, je vous donne un petit peu de billes parce que je sens que vous avez envie de savoir, mais c'est tout simplement en fait, pour générer une clé de session qui va être avec des paramètres cryptographiques et un paramètre de brouillage qui sont uniques à la session. Ça veut dire qu'on va plus tard générer des clés, et en fait, ces numéros-là sont là pour qu'on génère des clés qui sont uniques à la session d'authentification. Donc ça veut dire que si, par hasard, on arrive à péter ces clés-là, en fait, il suffit de refaire une authentification pour régénérer de nouvelles clés. Ça veut dire que si on a des gens qui sont très forts, des Gruffalo par exemple, qui arrivent à retrouver la clé d'authentification à partir de ça, en fait, elle ne sera valable que pour une session donnée. On peut tout simplement dire stop, et à la prochaine session, on va régénérer de nouveaux paramètres, et on ne pourra pas réutiliser des messages pour faire des attaques de type rejeu. Voilà. Bon, un peu technique peut-être, mais ne vous inquiétez pas, c'est mathématique. Voilà. Une fois qu'on a pris ces petits chiffres, ces valeurs aléatoires éphémères, donc éphémère ça veut dire durée de session, on va en dériver une version publique. Donc là, en fait, ce qu'il faut retenir juste, c'est que c'est pas très compliqué à implémenter. Hein. Côté Alice, on va faire un grand A, c'est pareil, on a un exposant à calculer. Côté service, on a le verifier auquel on additionne encore un exposant, pas très dur. Et tout ça, en fait, on applique une fonction, donc on échange, les valeurs éphémères A et B. Donc Alice envoie son A. L'opérateur calcule le grand B, il le renvoie, et en fait, par une fonction qui là est purement mathématique, si on applique une fonction de H dessus, on a le même paramètre de brouillage qui s'appelle U. Et donc ce paramètre de brouillage va être utilisé pour brouiller les communications. Donc ça, c'est vraiment mathématique. Mais pour l'instant, on a un paramètre de brouillage ici,
qui est commun au service à Alice pour une session donnée, et à aucun moment, en fait, le mot de passe n'est passé sur le réseau. Alors, ensuite, on va aller un tout petit peu plus loin, c'est qu'on va définir une clé d'authentification. C'est un peu la même chose que ce que vous faites avec un certificat TLS. D'ailleurs, il y a une RFC qui permet à SRP de générer des clés pour le protocole TLS, juste pour dire qu'on va calculer des clés. Donc là, on envoie tout simplement le cell à Alice qui va calculer son petit paramètre X, c'est le même en fait, c'est le verifier en fait, elle va calculer le verifier qu'elle a envoyé lors de l'enregistrement. Et là, il y a une partie qui est super mathématique, mais je vous demande juste de regarder les formules et en fait de vous dire est-ce que je saurais coder ça et implémenter ça? J'ose espérer que la réponse est oui, parce qu'on a des additions, des soustractions, des multiplications, et puis c'est à peu près tout. Et en fait, à partir de cette formule mathématique, ne vous inquiétez pas, s'il y a des crypto-junkies dans la salle, je vous donne toutes les références après pour aller comprendre ces choses-là. Mais en fait, à partir de ces opérations simples, on va dériver une clé secrète, S, qui sera commune. Et à partir de ça, en fait, on va pouvoir avoir une clé symétrique, pour ceux qui connaissent un peu la cryptographie. En fait, une clé symétrique, c'est quoi? C'est juste un secret qu'on partage, qui est très très long, en fait, et qu'on peut utiliser pour chiffrer des données. Comme il est partagé, on le connaît d'un côté ou de l'autre, donc on peut chiffrer une donnée, on l'envoie, et de l'autre côté, on peut la déchiffrer. Et là, ce qui est en fait cool, c'est qu'on a un secret partagé, et on n'a pas fait passer le mot de passe d'Alice sur le réseau. Ça, c'est plutôt cool. Donc après, pour des raisons purement techniques et mathématiques sur lesquelles je ne vais pas revenir, on applique un petit coup de fonction de hash juste pour être sûr. Voilà. Et donc, maintenant, on a Alice et notre serveur qui partagent une clé privée, donc c'est-à-dire que tout potentiel espion sur le réseau ne connaît pas, qui est partagée entre Alice et l'opérateur de service. C'est commun, on peut chiffrer des données et on peut s'envoyer des messages de façon confidentielle. Et donc, si vous avez bien suivi, ça ne nous fait pas de l'authentification, ça nous fait un secret partagé, on est super content, on a une clé de chiffrement symétrique qui est partagée, on peut s'envoyer des messages chiffrés, personne, a priori, sur le réseau de façon facile et simple, sans mettre trop d'efforts, peut trouver nos secrets, mais ça ne fait pas de l'authentique. Alors, il y a un tout petit bout supplémentaire à rajouter. Donc là, c'est toujours mathématique, mais en fait, c'est tout simplement appliquer des fonctions de hash. Donc, je vous le résume, parce que je pense que si vous essayez de lire et de comprendre ce truc-là, vous allez être sec pour les prochains talks cet après-midi. En fait, tout simplement, on reprend tous les paramètres publics qui ont été échangés dans la phase d'authentification. On applique tout ça dans une grosse fonction de hash, côté Alice, on envoie ça au serveur pour lui dire... En fait, l'idée, c'est de dire « c'est bien moi, Alice, qui, depuis tout à l'heure, t'envoie des messages pour m'authentifier et il n'y a pas quelqu'un au milieu qui a fait un rejeu, je reprends bien tous les trucs que je t'ai envoyés depuis le début et il n'y a pas d'arnaque. » Grosso modo, c'est ça que ça veut dire. De l'autre côté, le serveur dit « ouais, moi, en fait, tout simplement, je vais t'envoyer la clé que j'ai calculée, je te renvoie ton message pour bien dire que tout ce que tu m'as authentifié depuis le début de la session, je l'ai aussi dans cette réponse. Et puis, je te rajoute mon petit paramètre... A que j'ai généré pour la session tout à l'heure, et comme ça tu sais bien que c'est bien moi, et c'est bien pour cette session-là qu'on fait l'authentification. Et en fait ça, au milieu de tout ce truc, vous voyez, il y a le nom Alice qui passe. Et tout simplement, en fait, ça permet au serveur de vérifier que c'est bien Alice, d'aller dans sa base de données, de regarder, ah oui, j'applique tout ce truc-là, si je rajoute l'hash de Alice, ça me donne bien ce hash cryptographique, donc c'est bien Alice qui, depuis tout à l'heure, m'a échangé des trames cryptographiques et avec qui j'ai pu établir une clé de session secrète. Voilà. Et là, les amis, on est pas mal. On est pas mal parce que, en fait, on a authentifié Alice. Le mot de passe, qui est personnel, n'est pas passé sur le réseau. Et en plus, on a une clé symétrique éphémère. Donc éphémère, ça veut dire durée de session. C'est-à-dire, vous pouvez décider en tant qu'opérateur, ou même Alice peut décider combien de temps ça dure, et vous pouvez la révoquer quand vous avez envie. Donc idéalement, il ne faut pas que ça dure trop longtemps non plus, mais en tout cas, on a fait de l'authentification, et on n'a jamais divulgué le mot de passe d'Alice sur le réseau. Donc en fait, Alice, là, elle peut reprendre confiance, elle se dit, c'est bon, mon mot de passe, il n'est pas passé sur le réseau. Et ça, c'est super cool. Donc là, on a un protocole d'authentification à divulgation nulle de connaissances, plus exactement à divulgation nulle de mots de passe. Et ça, du coup, les pirates à chapeau noir, leur Rainbow Table
servent plus à rien. Le réseau non secure, bah, on s'en fout, parce que le mot de passe, il passe pas. C'est quand même super robuste. Alors, un truc, si vous avez un peu suivi, qu'il ne faut pas faire, ce protocole permettrait à Alice, en fait, d'utiliser le même mot de passe 1, 2, 3, 4, 5, 6 partout. En fait, elle est protégée. Elle pourrait l'utiliser de partout en disant bah ouais, je m'en fous parce que le protocole SRP, il va me générer des cells, des trucs, et ça va être différent partout. Et en fait, je vais générer au final des clés d'authentification qui vont être différentes avec le même mot de passe. Pour Alice, c'est super. Je ne vous encourage pas à le faire pour autant. Gardez toujours un mot de passe long. Donc long, ça veut dire 14, 20 caractères, 30, c'est bien. C'est la recommandation du NIST 2018, hein, il a fallu pour qu'on arrive là quand même. Voilà. Bref, prenez des mots de passe longs, continuez, mais voilà. Sachez que si vous mettez ça en place, j'ai un collègue qui utilise un adjectif qui est bien à propos, c'est connard-proof, en fait. Voilà. C'est-à-dire que si vous avez des utilisateurs qui font n'importe quoi, bah là, vous avez quand même des garde-fous. Et donc ça, bah, comme je disais, ça résout le problème de confiance d'Alice. Et là, bah, les pirates à chapeau noir et les gruffalos, ils font un peu la gueule. Ils disent, putain, on a perdu une grosse bataille là quand même. Ça fait 10-15 ans qu'on se bat pour avoir des clés de chiffrement, des hashes, des cells, tout ça. Bah là, ça nous a mis un gros coup. On va passer aux conclusions maintenant. Alors, ce protocole SRP, est-ce qu'il est, déjà, petit résumé, de quoi il nous protège? Les attaques par dictionnaire, authentification traditionnelle, on est toujours exposé. On ne peut pas dire qu'avec les dernières fonctions de hash, cell, tout ça, on est safe. Enfin, en tout cas, moi, je ne le dirais pas. Je suis vachement plus confiant pour mes utilisateurs avec SRP. Man, woman in the middle attack, a priori, on est immune. Au pire, on se fait péter une clé de service, mais ça coûte très, 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 très cher. Comme beaucoup de moyens crypto. Et puis surtout, en fait, on est immune au problème de confiance, quoi. Alice, putain, elle passe plus son mot de passe sur Internet pour s'authentifier. Ça, c'est la classe, quand même. Voilà. Alors, est-ce que c'est utilisé dans la vraie vie? Oui. Alors, les premières personnes historiquement à avoir mis ça en place et à évangéliser un petit peu, même si je trouve qu'on n'entend pas trop parler d'eux, enfin pas assez, c'est ProtonMail. Audrey l'a mentionné très rapidement ce matin. Donc je vous invite à aller voir ce service qui est du coup open source payant, c'est le modèle, et qui met en place tout un tas de services zero knowledge, pas que l'authentification d'ailleurs, il y a plein d'autres choses, vos mails sont entre guillemets garantis zero knowledge, c'est-à-dire qu'eux-mêmes ne peuvent pas les consulter. Et donc ça, c'est utilisé depuis 3-4 ans chez ProtonMail, je dirais. OnePassword aussi, qui fait un peu de pub pour SRP et qui l'utilise. Alors c'est pas obligatoire, c'est pas par défaut sur OnePassword. Et un truc qui fait que vous l'utilisez probablement, SRP, sans le savoir, c'est que c'est le protocole d'authentification par défaut du service AWS Cognito. Donc Cognito, pour ceux qui ne savent pas, c'est le service qui fait l'authentification as a service chez AWS. Donc c'est extrêmement largement utilisé. Et en fait, ce qui est un petit peu paradoxal, c'est que AWS ne fait pas la pub de ça. Alors que moi, je trouve que ce serait cool. Enfin, presque, ça m'inciterait à utiliser Cognito, de dire on protège vos mots de passe parce qu'ils ne sont pas divulgués sur le réseau. Et en fait, vous ne savez pas que vous utilisez SRP quand vous utilisez Cognito. Alors, ils le disent quand même dans la liste. Enfin, ils disent que c'est implémenté avec SRP. Mais parce qu'en fait, pour être sûr que vous l'implémentez correctement, ils vous fournissent un SDK. Vous prenez le SDK et en fait c'est lui qui génère en fait le protocole. Il prend juste le mot de passe et derrière il applique tout ce qu'on a vu aujourd'hui, ce que je vous ai présenté, à l'intérieur du SDK. Donc si vous n'avez pas été foutre le nez dans les sources du SDK de Cognito, en fait vous ne savez pas que vous utilisez SRP. Mais ça laisse penser. Alors je ne sais pas combien de services utilisent Cognito, mais je pense que c'est beaucoup. À titre personnel, j'ai ça chez 2 de mes clients. Donc on va dire c'est utilisé déjà. Difficile de dire combien de personnes l'utilisent, mais on peut largement penser que c'est plusieurs millions de connexions. Voilà. Alors, juste un petit truc quand même pour vous teaser aussi sur la cryptographie et comment est-ce que ça fonctionne entre la théorie, la pratique, la mise en place, tout ça. Les fonctions de hash, ça date des années 70, grosso modo, celles qu'on utilise à peu près aujourd'hui, okay, les années 70. On les utilise depuis, on va dire, les années 2000 pour prendre un chiffre rond. Donc ça met à peu près 30 ans à être utilisé. Bon, après, c'était la naissance d'Internet, hein, donc on a aussi appris les problèmes à ce moment-là.
SRP, 1998, ça a été sorti. Il y a une RFC qui a été pondue en 2000. Donc aujourd'hui, on est en 2022. Hein. Alors je vous ai dit, ça fait 3-4 ans que c'est à peu près utilisé. On va arrondir, on va dire que ça fait 20 ans. Okay. Donc ça fait 20 ans que SRP existe. Aujourd'hui, on commence à l'utiliser. Moi, je suis persuadé que vous pouvez tous l'implémenter si vous avez envie. C'est pas difficile. Et en plus, il y a des SDK open source. Je mettrai 2-3 liens après. Donc si vous avez envie de l'utiliser, vous pouvez. Mais il faut savoir qu'il y a une communauté de crypto-junkies, alors j'ai perdu le nom, mais j'ai le lien plus tard, qui étudie des protocoles un peu plus robustes. Donc en fait, dans ce que je vous ai montré, SRP, il y a une petite faille. Donc là, il faut commencer à y aller par rapport aux mécanismes traditionnels d'authentification. Là, il faut commencer à vraiment s'acharner pour péter du SRP. Mais en fait, c'est sur la phase d'enregistrement. C'est-à-dire qu'au moment où Alice elle envoie son verifier et son sel, en fait, il y a une petite faiblesse. Si un attaquant peut intercepter en fait, ces données-là, modulo quand même beaucoup d'efforts, il pourrait réussir à compromettre certaines authentifications. Et donc, en fait, il y a un protocole qui s'appelle OPAC, qui est sorti et qui a été élu. Donc, il y a toute une communauté de crypto-junkies. Il y a tout un processus de relecture, en fait, avec plein de protocoles candidates, tout ça. Et donc, en 2019, OPAC a été élu comme le protocole qu'il faut utiliser pour faire de l'authentification. Et le challenge, c'est qu'on n'attende pas 20 ans pour l'utiliser. Voilà. Et donc, ça, ce sera le mot de la fin. Comme promis, je mis toutes les ressources dans les slides. Ils sont disponibles sur SpeakerDeck. Vous pouvez me les demander si vous voulez. Voilà, donc toutes les ressources que j'ai utilisées pour construire ce talk. Je vous remercie pour votre attention. N'hésitez pas à aller récupérer les slides si vous voulez. Et puis sinon, vous avez mon nick Twitter. N'hésitez pas non plus à me contacter si vous voulez discuter de ça. Et puis, vous pouvez venir discuter avec moi. Je ne mords pas pour parler du sujet. Ce sera avec plaisir.